rendez-vous de chaque dimanche, les aventures mystérieuses de la tradition Congo. Pour ces dimanches, nous allons procéder avec la lecture du livre Ndandu, le vieux pêcheur et l'enfant du fleuve, qui sont une compilation des histoires propres à la tradition Congo, en référence au royaume Congo que nous connaissons. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour la lecture de notre première histoire. Il y avait une fois dans le village d'Ntoni, proche de la grande cité de Kimpese, un homme appelé Ta Masamba. Il avait 2 femmes. Il avait épousé la seconde femme parce que la première perdait tous ses enfants. Il ne lui en restait plus que 2, un garçon de 4 ans et un bébé de quelques mois. La première femme, rejetée, bâtie par son mari et ne pouvant plus supporter cette vie qu'on lui imposait, demanda à retourner chez ses parents. Les maris refusaient toujours, peut-être par pure méchanceté. La femme imagina un plan avec les gens de son village natal qui passaient souvent par chez elle. « Je souffre ici. Je demande à rentrer à mon village. Ma maman ne me le permet pas. Je voudrais que vous m'aidiez. Vraiment que vous m'aidiez. Je voudrais que vous reveniez un jour dire ici que ma mère est gravement malade, agonisante au village. Ainsi mon mari pourra peut-être me permettre de partir. » Un jour, on vit annoncer à Ta Masamba que la mère de sa première femme était très malade et qu'elle demandait à revoir sa fille une dernière fois avant de remettre son âme à Dieu. Ainsi, la pauvre femme obtint enfin de son mari l'autorisation de retourner à son village, mais juste pour quelques semaines, le temps de rester auprès de sa mère, d'écouter ses dernières paroles et de l'enterrer. Mais l'homme ne lui permit d'emmener que les plus jeunes de ses 2 enfants. Les garçons de 4 ans resteraient au bon soin de la seconde femme qui avait aussi 2 enfants. L'autre femme de votre père n'est pas votre mère. Et l'enfant de votre rival n'est pas votre enfant. Aussi la marâtre ne pouvait-elle pas traiter avec autant de soin que ses propres enfants, l'enfant de la première femme. Les fils de la première femme mangeaient souvent en retard et sa part était la plus petite des 3. Un jour au champ, tandis qu'elle enlevait les mauvaises herbes autour des plants de manioc et des haricots, la marâtre vit sur un des plants un caméléon. Elle lui assena un coup de houx sur la tête, le tua, puis le cacha sous un tas de mauvaises herbes.
L'air innocent de l'enfant de la première femme avait tout vu. La femme s'en aperçut et les chassa. « Ôte-toi de là! Va jouer un peu plus loin avec les autres. Ta place est là-bas, au jeu avec tes petits frères. » C'est restes veille qu'elle avait ramené de la maison. Sur ses feux, elle flamba le caméléon, lui enleva la peau, lui coupa la queue et les pattes, lui ouvrit les ventres, les sala et les rôtit. Mais l'œil de l'enfant l'épiait toujours et suivait les moindres de ses gestes, même à distance. À l'heure du repas, elle réunit les 3 enfants. Elle servit de la viande du buffle, les restes de la veille, à ses enfants et donna la chair du caméléon à l'enfant de l'autre femme. L'enfant hésitait à prendre et à manger cette chair étrange. Mais elle les força. « Mange !» lui dit-elle. « Il n'y a pas assez de nourriture pour vous 3. C'est pourquoi j'ai rôti ces morceaux pour toi. Mange, c'est aussi de la viande. C'est un bon petit gibier pour toi tout seul, alors que tes frères se partagent un petit morceau de la veille. Il n'y a rien à craindre. » L'enfant tenait les morceaux de caméléon à la main. Ses petits frères se régalaient de la chair délicieuse du buffle. Lui n'avait pas encore entamé son caméléon. La marâtre revint les prier de manger en lui soufflant à l'oreille. « Mange, c'est de la viande, tout comme celle que tes frères ont mangée. C'est parce qu'il n'y avait pas suffisamment à manger pour vous 3 que j'ai préparé ce petit animal pour toi. Mange-le, il est comestible. Il est même très bon. Nous en avons mangé au village, nous aussi, quand nous étions enfants. » L'enfant finit par manger de cette chair, puis s'en alla jouer avec les autres. La femme reprit ses travaux de désherbage. La chair du caméléon ne tarda pas à produire son effet. L'enfant s'affaiblit tout à coup. Il ne pouvait plus jouer. Des larmes coulaient de ses yeux. La bave dégoulinait de sa bouche. Il ne pouvait plus parler. En l'espace de quelques minutes seulement, l'enfant se transforma en bête. Ému devant ce changement, ses frères appelèrent leur mère. « Hé mère, viens, regarde, les grands frères ne peuvent plus parler. Et c'est à cause de la viande que tu lui as donnée, maman. Chut, taisez-vous. Quelle viande lui ai-je donnée? N'est-ce pas que nous avons tous mangé la même nourriture? Attention. Tu ne sortiras plus de ta bouche ce que tu viens de dire. M'as-tu comprise? Retiens bien ce que nous avons tous mangé la même nourriture. Compris? Oui, maman. Une voisine accourut. Qu'y a-t-il, commère? Qu'as-tu fait à l'enfant? Que lui est-il arrivé? Je ne lui ai rien fait, répondit la femme. Il était bien, pourtant ce matin. Vous l'avez vu jouer avec ses frères. Nous avons brusquement vu qu'il a changé. Nous nous étonnons, nous aussi. Puisqu'il ne peut plus parler, reprit la voisine, nous ne pourrons même pas lui demander ce qui lui est arrivé. Ramenons-le au village. Elle se vit contrainte d'arrêter ses travaux champêtrés pour rentrer au village avec tous les enfants. Une fois là-bas, les enfants rapportèrent l'incident aux frères de leur père. Nous nous portions bien ce matin. Ce n'est qu'après les repas de la mi-journée que nous avons observé un changement chez notre frère. Il ne pouvait plus jouer avec nous. Il ne pouvait plus parler. Nous ne savons pas ce qui a provoqué ces changements en lui. La femme raconta la même histoire que ses enfants au frère de son mari. L'oncle tenta quand même, avant l'arrivée de son frère cadet, de soutirer à l'enfant des éléments qui apporteraient peut-être un peu plus de lumière sur sa transformation, en lui répétant sans cesse une seule et même question. « Qu'était-il arrivé, mon enfant? Qu'était-il arrivé, mon enfant? Dis-le-nous. » Patient et serein, il espérait obtenir quelque chose du petit animal. Enfin, l'enfant caméléon parvint à balbuter quelques mots. « Impana yaya, munalonde tuele. Ndikilu kiumaki, metoma
badika. Kinengila ngyo ki kwendela munti ya wandu yaya. Et maman, mère digne des vénérations, nous sommes allés au champ, là-haut vers le nord. Là-bas, on m'en fait manger une chose qui change de couleur, qui a une petite queue en spirale et qui se déplace sous les haricots. Les voisins vinrent écouter et se demandaient ce que pouvait bien être cet animal, ce petit animal qui avait la facilité de changer de couleur, qui avait une petite queue en spirale et qui se déplaçait sous les haricots. Le père de l'enfant, en son retour de la forêt, interrogea sa femme et ses enfants. Tous reconnurent qu'ils ne savaient pas ce qu'avait mangé l'enfant pour subir une telle transformation. « Comment toi, leur mère, peux-tu affirmer que tu ne sais pas ce qui est arrivé à l'un de tes enfants ?» s'étonna le père. « Tu dis que vous avez tous partagé les mêmes repas, mais pourquoi les autres ne sont-ils pas tombés malades ?»« Je suis une mère et j'aime les enfants, et les enfants m'aiment. Que puis-je avoir fait à cet innocent enfant, dont je m'occupe pourtant si bien depuis le départ de sa mère ?» Le père tenta à son tour de recueillir de la propre bouche de son enfant la cause de sa transformation. L'enfant malade parvint à balbuter. Mbana tata, munalo ndetwele, ndi kilukiuma, kinematona badika, kinenkilangyongyo, ki vendwela munsi ya wandu tata. Et père, digne père de vénération, nous sommes allés au champ là-haut vers le nord. Là-bas, on m'a fait manger une chose qui change de couleur, qui a une petite queue en spirale et qui se déplace sous les haricots. Les pères se renseignaient auprès des vieux du village pour avoir le nom exact de cette petite bête qui se déplace sous les haricots. On faisait allusion parfois au crapaud, parfois au chenille, parfois au lézard ou même au sauterelles. Les jours s'égrenaient. L'enfant se métamorphosait de plus en plus. Sa propre mère, rappelée d'urgence pour la circonstance, les reconnut à peine. En larmes, elle dit à son mari, « Regarde, voici ce que tu as fait de l'enfant que je t'ai confié. Je t'ai donné mon enfant. Tu me rends un animal, oh mon Dieu. » Contre sa rivale, elle vociférait. « Tu osais dire que tu ne sais pas ce que l'enfant a mangé. Tu oses affirmer que tu ne lui as rien fait. Et tu profites de l'innocence des enfants pour déclarer fièrement que ce sont des êtres que tu aimes. Manger n'importe quoi. Et que mon enfant a dit manger une de ces sauterelles. Non, ce n'est pas ça. L'enfant reconnaît avoir mangé une petite bête qui change de couleur et qui se déplace sous les haricots. » Des voisines entourèrent la malheureuse mère en la consolant. « Dis courage. Nous savons que ce n'est pas facile de retrouver son fils dans un état pareil, après qu'on l'ait laissé en bonne santé, au bon soin de son père. Mais nous pouvons encore garder un espoir. Une solution heureuse sera peut-être trouvée dans quelques jours. Garde l'espoir, cher ami. » Une vieille femme qui consultèrent à l'extrémité du village fournit aux malheureux parents des renseignements utiles. « Je connais ce petit animal dont vous parlez. J'en conservais encore la peau il y a quelques jours dans ma musette. Et pas plus tard qu'avant-hier, je m'en suis servi pour soigner un patient. Mais malheureusement, j'ai un trou de mémoire et je ne peux pas vous en donner le nom maintenant. Mais je peux vous indiquer quelqu'un qui pourrait soigner votre enfant. Au village Kilomboa, là-bas, le défunt guérisseur Tazi en sera capable. À ma connaissance, c'est lui pourra guérir votre enfant. Il vous aidera à débrouiller les mystères sacrés de la parole qui sort de la bouche de cet enfant, parce qu'il est le seul capable de pénétrer l'âme du monde et de vous révéler les choses. Il est redouté des gens de la contrée. Je vous recommande d'aller le voir. S'il rencontre quelques difficultés,
Il se tournera certainement vers les grands maîtres de la parole, au nom saint et imprononçable, là-bas haut, là-haut, au sommet de la montagne, vers ces endroits les plus occultes de notre contrée. L'enfant avait terriblement maigri et pâli. Il ne pouvait pas manger. La bave dégoulinait toujours de sa bouche. Sa mère les portait à califourchon sur le dos comme un bébé. Chez les devins, le père raconta ce qui était arrivé à son fils, du moins juste ce qu'il savait, en mentionnant bien sûr la révélation de l'enfant. Ce dernier fut aussi entendu par les guérisseurs d'une voix faible, à peine perceptible, il psalmodia. Embana yaya, munalonde toele, ndikilu kiuma kine matona kabadika, kine ngila ngyongyo kivuendela munsi ya wandu yaya. Et maman, mère digne des vénérations, nous sommes allés au champ, là-haut vers le nord. Là-bas, on m'a fait manger une chose qui change de couleur, qui a une petite queue en spirale et qui se déplace sous les haricots. Éclairé par ces poèmes de la bouche de son patient, le devin sourit et remua la tête comme si la réponse au problème était si simple. Ah, comment ne parvenez-vous pas à reconnaître ce petit animal? Qui change de couleur et qui se déplace sous les haricots. Cet animal qui ronge et détruit les haricots. Le devin rentra dans sa chambre chercher sa musette. De ses sacs, il sortit un petit animal qui ronge et détruit les haricots. Voici la bête dont parle votre enfant. Voici l'animal qui change de couleur et qui se déplace sous les haricots. C'est le caméléon. Ah oui, reconnurent les parents. Nous connaissons pourtant les caméléons. Cette petite bête qui se traîne à terre, qui change de couleur, qui a une queue en spirale et qui marche lentement, très très lentement. Mais nous ne savions pas que c'est lui qui se déplace sous les haricots. Et le devin continua. Je ne peux pas accepter votre argent. Les ancêtres morts réunis autour de moi me murmurent que je ne pourrai guérir cet enfant. Il est resté trop de jours sans être soigné par une main experte. Ses forces ont tellement décliné qu'il est sur le point de mourir. Je préfère vous dire la vérité. Il mourra avant que vous n'arriviez chez vous. J'aurais pu le guérir si vous me l'aviez amené un peu plus tôt. Même si je tente quelque chose, mes efforts seront vains. J'ai guéri de nombreux cas de ce genre pourtant. C'est dommage que vous soyez venus pour rien, mes enfants. Triste et déçu, l'homme et la femme quittèrent les devins. La prophétie se réalisa sur le chemin du retour. Alors, comme une pluie que le ciel ne peut arrêter, les parents laissèrent leurs larmes couler sans retenue. Après l'enterrement, une plainte fut déposée au tribunal des anciens. Un procès fut intenté contre la marâtre et les 3 familles furent convoquées devant les conseils des sages.
La cour des anciens reprocha au père son irresponsabilité. Quant à la marâtre, elle devait répondre de son acte particulièrement odieux vis-à-vis du clan. La famille endeuillée et éprouvée exigea réparation par les sangs. Nous devons rendre justice. Nous sommes là pour ça, dit l'ancien du tribunal. Un enfant a été tué. Seul le sang de la coupable peut réparer les dommages subis par la mère et effacer ses peines. On la condamna donc à la peine de mort. Telle est la sentence. La sentence des sages du clan est impitoyable et elle s'impose à tous les cas, car elle est la raison. Notre première histoire avait comme titre La marâtre. Nous allons, dans quelques secondes, commencer la lecture de notre deuxième histoire. Il y avait une fois à Pazankama deux très bonnes amies, la poule et la tortue. La tortue quittait sa demeure aquatique et venait rendre visite à la poule. Elles mangeaient ensemble et la tortue ne rentrait chez elle que le soir. Le mari de la poule était méfiant. Il ne cachait pas son inquiétude sur cette amitié de la poule avec la tortue. Il ne l'approuvait pas du tout. Tous les jours, il ne cessait de recommander un peu plus de prudence à sa femme. « Écoute-moi bien. Dans quel pays as-tu déjà vu une amitié entre un terrien et un amphibien? Si un amphibien prend quelque chose chez toi et qu'il se sauve, tu ne peux pas le retrouver. Il ira se cacher dans l'eau. Ceci n'est pas le cas avec un terrien. Les problèmes avec les terriens se règlent sur terre. Un terrien, tu peux les retrouver n'importe où. Le monde est petit. Il ne pourra ni voler dans les airs, ni nager sous l'eau.
Mais avec un amphibien, ma chère, ce sera plus compliqué. N'est-ce pas vrai? Mais les femmes sont têtues de nature. Qui peut les détourner d'une voie dans laquelle ils se sont engagés? Qui peut, si ce n'est pas le temps lui-même? L'époux rabâchait toujours sans se fatiguer. Écoute-moi bien, femme. Prie donc que la tortue ne prenne rien ici. J'aimerais bien te voir la suivre et la rattraper là-bas dans son monde les jours où elle nous aura volé quelque chose. Car dans toute relation amicale, il y a toujours le risque d'une altercation, d'une dispute ou même d'un abus de confiance. N'est-ce pas ce que nous voyons tous les jours sur Terre? Entre-temps, la poule bondit des œufs et les fils éclore. À la même époque, Commère Tortue ne venait plus lui rendre visite parce qu'elle était en voyage. Elle revint un jour et apprit avec surprise que sa commère poule avait eu des enfants. Elles mangèrent, burent du vin des palmes et bavardèrent longtemps pour fêter l'événement. Puis la tortue rentra chez elle le soir. Au rabâchage de son mari, toujours inquiet et méfiant de son amitié avec la tortue, la poule répondit un jour avec désinvolture. « Je comprends tes inquiétudes, mais il n'y a rien à craindre, mon mari. Ce n'est pas moi qui l'a fait venir de chez elle. Elle vient d'elle-même me rendre visite. Je ne peux pas la chasser, voyons. Tu connais mon cœur, le cœur donné par ma mère pour aimer les autres. Il m'est difficile de repousser les autres, sans raison ni motif valable surtout. » Un jour, Commère Tortue accourut chercher à manger chez Commère Poule. Elle avait très faim. Commère Poule, qui avait déjà mangé, lui donna les restes du repas. Cette part était insignifiante comparée à la faim de la tortue. Elle mangea rapidement et redemanda une autre partie s'il y en avait. La poule regretta très sincèrement de ne pouvoir lui en donner encore. « Je suis désolée, ma chère. C'est tout ce qu'il me restait de mon repas, lui dit-elle. Alors, je voudrais peut-être boire de l'eau pour bien remplir mon estomac, ma chère. » Il n'y en avait plus d'eau dans le jar et les gargoulettes chez la poule. Celle-ci prit rapidement un canari pour aller puiser de l'eau à la rivière et laissant ses enfants aux bons soins de son ami la tortue. À peine la poule eut-elle tourné le dos que la tortue dévora tous ses poussins. De retour de la rivière, avec son canari d'eau sur la tête, la poule ne trouva pas la tortue. Elle ne vit pas ses enfants non plus. « Mais où est-ce qu'elle m'a envoyé lui chercher de l'eau à la rivière? Et où sont mes enfants? » Chez les belles-sœurs, où elle courut se renseigner, espérant y retrouver au moins ses enfants, on lui répondit qu'on n'avait vu ni la tortue ni ses enfants. La dernière lueur d'espoir s'évanouit chez les beaux-parents qui lui répondirent qu'il n'y avait vu ni la tortue ni ses enfants. Elle s'en retourna désespérée chez elle. Elle tremblait. Les maris rentrant du travail, elle lui fit servir à manger, mais en bon père de famille, avant de manger, il voulait d'abord s'assurer de la présence de ses enfants. C'est qu'il fit. Et son effroi fut grand quand sa femme lui avoua l'incident. « Voilà, je te disais bien que les amitiés entre un terrien et un amphibien ne peuvent durer longtemps. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Va chercher mes enfants, ordonna-t-il en colère. Va demander à ton ami la tortue de te dire où elle a caché mes enfants. Si c'est ainsi que vous avez l'habitude de faire, à jouer à cache-cache avec les enfants, va la voir et lui dire d'arrêter ces jets qui ne me plaît pas du tout. » Et la poule se dirigea vers la rivière en pleurant, les mains sur la tête.
yandi mfuli mfuli yaya kwelele kikweke yandi mfulu bongelenge mwana kwelele kikweke wele nzengo mona ntsingu wa mama awana kwelele kikweke. Oh mère, c'est la tortille, c'est elle, c'est bien elle qui a pris les enfants. Elle leur a coupé les coups, c'est certain. Elle resta toute la journée au bord de la rivière à chaqueter, exprimant ce désespoir et sa colère contre sa commère embusquée quelque part sous l'eau. Mais cette dernière ne sortit pas. Fatiguée, la poule rentra à la maison. Son mari lui demanda si elle avait réussi à ramener les enfants. « Je n'ai pas pu, je n'ai pas vu la tortille, répondit-elle entre la peur et la honte. Tu retourneras te coucher au bord de l'eau pour voir ton amie la tortille. Il faut que te montre où elle a caché mes enfants. Sinon, je te jetterai moi-même dans la rivière pour que tu nages jusqu'à l'endroit où la tortille peut s'être cachée. » Des jours s'écoulèrent. La tortille ne sortait toujours pas de sa cachette. Elle ne venait plus rendre visite à son amie la poule. La poule et son mari se mirent à chercher leurs enfants. Et un jour, un devin qu'ils consultèrent raconta à la poule et à son mari comment quelqu'un d'autre avait été trompé de la sorte par une tortue. « Ne vous alarmez pas, continuait le devin, car j'ai déjà réussi à faire remonter la tortille dans un camp similaire. Si vous voulez la voir, achetez une vingtaine d'hameçons. L'appât sera du foufou, cette farine de manioc cuite enrobée de boue. Les tortilles aiment bien manger l'argile des bords des rivières. En ce moment, votre amie la tortille a très faim. Elle ne mange pratiquement plus puisqu'elle ne sort plus pour aller se nourrir. Le soir, vous alignerez les hameçons au bord de la rivière. Elle mordra bien à un des hameçons. Et si on ne l'attrape pas demain matin, je ne suis pas devin et grand prêtre. Le lendemain matin, de bonne heure, on releva les hameçons. C'était un moment d'émotion pour ceux qui avaient la pénible tâche de les relever. Les battements de cœur s'accéléraient au fur et à mesure que l'on avançait dans la tâche sans avoir encore attrapé la tortue. On s'intéressait moins aux poissons qui s'étaient accrochés à certains hameçons. Et on désespérait déjà quand, enfin, on vit les tireurs des hameçons relever une ligne lourde. La tortille était là, accrochée à l'hameçon. Elle se débattait de toutes ses forces. On l'amena au village pour le jugement. De nombreuses personnes prirent part aux palabres, dont notamment les parents de la poule et ceux de son mari. La poule à qui on accorda la parole la première remonta à la jeunesse de son amitié avec la tortue avant d'arriver au jour de l'incident. À son tour, le mari de la poule s'adressa d'un ton de colère aux parents de la poule. Il leur montra la gravité du délit, dénonçant l'entêtement de la poule devant ses recommandations répétées à la prudence. Elle s'est liée d'amitié avec un amphibien. L'amphibien a mangé mes enfants, tous mes enfants, et s'est sauvé. Interrogée à son tour, la tortue reconnut son forfait et expliqua dans quelles circonstances elle avait commis. J'avais très faim, tellement faim que je n'ai pu résister à la tentation de manger les petits de mon ami, la poule. Vraiment, je reconnais que ce que j'ai fait n'est pas bon. Mais pouvait-on bénéficier des circonstances atténuantes en pareil cas et dans un tribunal composé aussi des parents des victimes? Le verdict fut sans appel. Nous condamnons la tortille à la peine capitale et ordonnons qu'elle soit mangée car elle est aussi comestible que les enfants de la poule qu'elle a mangés. Aussitôt dit, aussitôt fait.
On plongea la tortille dans l'eau bouillante, on la dépéca et on la mangea. Puis, le mari de la poule dit à ses beaux-parents, « Je répudie votre fille. Elle se liera toujours d'amitié avec plus malin qu'elle, puisqu'elle est têtue et qu'elle n'écoute pas son mari. Reprenez-la et remboursez ma dot. » Bien cher Pangui, notre seconde histoire est intitulée La poule et la tortue, des histoires de la tradition Congo, pris du livre Ndandou les vieux pêcheurs et l'enfant des fleuves. Je remercie tous les éditeurs de